Alors, bonjour à tous. Il paraît que j'étais déjà en ligne, donc vous m'avez déjà entendu parler. Je suis Étienne Giros, le président du CIAN, et je suis heureux d'ouvrir cette commission économie et finances sous la présidence de Mathilde Périnet, qui nous allons parler aujourd'hui du compte-rendu et des leçons à tirer des réunions de printemps du FMI et je suppose de la Banque mondiale, ça va avec. Il y en avait aussi. Et évidemment, on ne pourra pas ne pas déborder sur les conséquences de la guerre du Golfe et de la guerre en Iran pour nos économies et surtout les conséquences pour l'Afrique qui commencent à peser un petit peu lourd. Donc, j'en dis pas plus. Merci beaucoup à toute l'équipe de Mathilde, Sébastien et Rodolphe de nous donner un peu de leur temps et surtout de leur connaissance. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous savez que le CIAN regroupe les entreprises françaises qui opèrent en Afrique. On couvre la quasi-totalité des entreprises françaises et des intérêts français en Afrique. Et notre travail est donc d'aider, évidemment, les entreprises à mieux réussir en Afrique, à mieux connaître l'environnement et cette réunion à cet objet-là. Donc, j'ai assez parlé et je passe la parole à nos amis de GSA et on vous écoute avec impatience et surtout intérêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup Étienne pour cette introduction. Bonjour à tous. Merci de vous être rendu disponible pour cette session d'aujourd'hui qui est dédiée aux enseignements des assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale. On avait tenu une réunion similaire il y a 2 ans et on a pensé que c'était pertinent cette année plus particulièrement de tenir une réunion sur les enseignements de ces assemblées de printemps qui ont réuni beaucoup de souverains et beaucoup de membres de l'écosystème économique et financier à Washington. Donc l'objectif de la session d'aujourd'hui est vraiment de revenir sur les enseignements de cette semaine, notamment sur les enjeux macroéconomiques et les développements sur les marchés financiers. Pour échanger sur des questions aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir deux panélistes, Sébastien Boreux de l'agence Standard Poor's, qui est expert entre autres des crédits souverains et des crédits, et notamment des crédits africains, et également Rodolphe Cholanami, qui est analyste senior chez Global Sovereign Advisory et qui se spécialise notamment sur les questions de DCM, Debt Capital Markets. Donc avant de Je demande pardon à Sébastien, que j'ai fait embaucher par GSA pour quelques minutes. Donc, Aucun problème. oui, alors doublement merci d'être avec nous, Sébastien. Et pardon de l'erreur. Non, c'est pas grave. Donc, comme d'habitude, notre session sera structurée en 2 temps. Dans un premier temps, un échange entre nos panélistes et dans un deuxième temps, une session de questions-réponses. Avant de lancer les discussions avec nos deux panélistes, je souhaitais faire une courte introduction pour rappeler à tous que les assemblées de printemps de la Banque et du Fonds monétaire sont toujours l'occasion pour ces deux institutions de mettre à jour leurs projections macroéconomiques et notamment leurs projections de croissance pour l'intégralité des pays du monde. Et donc ça donne toujours lieu à une présentation de la part de ces institutions, des perspectives de croissance mondiale notamment. La particularité de cette année est que, à l'occasion de la mise à jour de ces projections, le FMI a été contraint de préparer 3 scénarios, ce qui est vraiment très rare. Puisque l'institution se faisait face à une situation tellement incertaine qu'il était très difficile pour les équipes et le staff de préparer ce qu'on appelle un scénario de base. Donc, dans ce contexte, l'institution a développé 3 scénarios. Un scénario de référence, un scénario qu'ils appellent défavorable et un scénario extrême. Donc le scénario de référence, lui, va tabler sur un conflit de très courte durée et une hausse relativement modérée des prix de l'énergie en 2026, avec un prix du baril aux alentours de 82 dollars pour cette année. Et donc, dans ce contexte, on arrive à une croissance mondiale aux alentours d'un peu plus de 3%. Le deuxième scénario, comme je le disais, qui a été développé, est le scénario défavorable, qui est largement ancré dans les conditions de marché qui prévalaient vers la fin mars et qui prévoit une baisse de la croissance mondiale à 2,5%. Et enfin, un scénario extrême a été développé qui part du principe que les perturbations de l'approvisionnement énergétique vont se prolonger cette année et que l'instabilité macroéconomique va être considérablement accrue. Et donc dans ce scénario extrême ou scénario critique,
on est plutôt aux environs de 2% de croissance pour cette année. Donc, ce qui était particulièrement intéressant de noter à Washington, c'est que le FMI a finalement dit que leurs projections, dès qu'elles étaient publiées, sont quasiment devenues obsolètes parce que la situation fluctuait beaucoup trop. Mais en tout cas, selon leurs estimations, on se situait probablement dans un scénario entre le scénario de référence et le scénario défavorable. Pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne, le FMI a légèrement revu à la baisse ses projections de croissance pour 2026, puisqu'on est aujourd'hui à une estimation de croissance pour l'année à 4,5%. Et comme on l'avait pu le dire à l'occasion d'un séminaire récemment avec Arthur Jourdain, notamment, comme vous le savez, l'impact de la crise est très différencié dans la zone, sur le continent, puisqu'on a un groupe d'un côté avec les exportateurs de pétrole qui vont bénéficier de cette situation, et un deuxième groupe avec les pays importateurs de pétrole qui sont beaucoup plus fragilisés et qui font face à une situation de dégradée de leur balance commerciale et également budgétaire, avec certains pays qui ont commencé ou qui envisagent d'augmenter les subventions. La semaine à Washington a également été, comme d'habitude, une occasion pour échanger sur certains crédits qui font l'actualité, notamment la zone CEMAC ou encore le Mozambique, qui ont fait beaucoup parler d'eux. Et enfin, je pense qu'il est important également d'insister sur le fait que les institutions étaient, elles, très pessimistes, comme je le disais en introduction. Mais finalement, le sentiment de marché et les investisseurs avaient un message un peu plus neutre, ou en tout cas moins pessimiste que les institutions. Et ça reflétait aussi le fait que jusqu'ici, finalement, les crédits émergents notamment sont restés relativement solides, on a enregistré une relative stabilité par rapport à d'autres classes d'actifs. Et on a vu notamment un cas intéressant sur lequel reviendra probablement Rodolphe, c'est la sortie de plusieurs souverains de la zone sur les marchés internationaux, avec notamment une émission de rebond par l'Angola et une émission inaugurale par la RDC, qui étaient des faits marquants quand on sait à quel point la situation était volatile au cours des dernières semaines. Donc peut-être pour commencer, je souhaitais dans un premier temps revenir sur l'impact du choc sur les économies africaines et par conséquent sur les notations de ces pays et aussi sur leur accès au marché financier. Donc je me tourne vers Sébastien pour commencer. Ma première question est de savoir quelle est ton évaluation de l'exposition des souverains africains au choc provoqué par le conflit et comment l'agence intègre ce conflit à ces différentes analyses. Merci Mathilde. Déjà, merci à tous pour cette invitation. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Je pense que tu l'as bien dit dans ton introduction, le maître mot, c'est incertitude. Euh, Peut-être si on commence par regarder le continent dans son ensemble, on s'attend à ce que plus les perturbations durent, plus les risques augmentent. Comme la majorité des pays du continent sont importateurs nets de pétrole, de gaz, mais également d'engrais, ce qui est assez important pour la région. Peut-être pour remettre les choses dans leur contexte, cette crise, elle intervient à un moment où la dynamique était globalement positive pour l'Afrique. Donc en moyenne, évidemment, la croissance était plus élevée qu'historiquement. La dette sur PIB commençait à diminuer. L'inflation était relativement basse et les réserves de change avaient augmenté. Voilà, ça se traduisait par une dynamique de notation souveraine qui était globalement à la hausse. Malheureusement, la crise a un peu changé la donne, au moins temporairement. Tout dépendra bien sûr du timing de la normalisation, ce qui est extrêmement difficile à prédire. Euh, mais évidemment, si ça se prolongeait, il pourrait y avoir des sérieux impacts sur la croissance, l'inflation, les coûts de financement, des pressions sur les équilibres extérieurs et budgétaires, comme tu l'as dit, mais également sur la sécurité alimentaire. Encore une fois, en moyenne. Mais vous le savez aussi bien que moi, l'Afrique, c'est un continent qui est très diversifié. Il y a plus de 50 pays. Nous, on en note 25, si je ne me trompe pas.
Donc ils vont tous être impactés, mais de manière assez différente. Comme Mathilde a dit, il y a forcément la différenciation entre les producteurs et les importateurs d'hydrocarbures. Mais même dans ces catégories, il y a des distinctions à faire sur plusieurs sujets. Euh, Entre deux exportateurs de pétrole brut, par exemple, la capacité de raffinage est un facteur qui est assez différenciant. Il y a beaucoup de pays qui exportent du brut, mais qui continuent d'importer du pétrole raffiné. Alors peut-être pour en revenir à la question, en ce qui concerne l'exposition, déjà, je pense qu'on aura l'occasion de parler du reste après. On va forcément regarder la part du commerce avec le Moyen-Orient, bien sûr, importation, exportation. Quand c'est possible, c'est important d'avoir de la granularité sur les flux. En particulier, c'est quand même très différent d'importer ce qui vient de Jordanie, par exemple, par rapport à quelque chose qui passe par le détroit. En moyenne, en Afrique, c'est assez modeste. Je crois que si mes souvenirs sont bons, c'est à peu près 11% des importations totales de l'Afrique et 14% des exportations, ou 15%, qui sont avec le Moyen-Orient. L'Afrique de l'Est et du Sud sont plus exposés en termes d'échanges commerciaux, c'est assez logique, c'est fonction de leur positionnement géographique. Euh, mais on voit également des pays comme la Guinée, par exemple, qui est complètement à l'ouest, mais de par la nature de ces exportations, donc beaucoup de produits miniers, donc l'or, le bauxite et les minerais de fer avec Simandou, qui a aussi une exposition assez importante. Ensuite, on va aussi regarder l'exposition au choc énergétique, la structure de l'économie vis-à-vis des hydrocarbures, exportateurs ou importateurs, euh, les, ce qu'on appelle l'énergie mix pour les importateurs, mais également, comme je le disais, les engrais. Donc, pour répondre à la question de comment on intègre ça, on a en interne on a des processus, évidemment, on a ce qu'on appelle le Triple C, donc le Credit Condition Committee, qui se réunit normalement une fois par trimestre pour donner les grandes orientations macro, les grandes hypothèses qu'on doit suivre et nous, en tant qu'analystes, pays, intégrer justement dans nos prévisions. Bon, je vous cache pas qu'ils se réunissent beaucoup plus souvent en ce moment, vu la vitesse à laquelle les choses changent. Euh, on vient d'ailleurs de revoir nos hypothèses de prix du baril à la hausse. Pour le reste de l'année 2026, on est à 100 dollars. Mais évidemment, c'est quelque chose qui peut changer assez rapidement. Au final, c'est du cas par cas. Donc les avenues par lesquelles les pays peuvent être impactés sont nombreuses et on revoit nos hypothèses et nos prévisions régulièrement pour intégrer tous ces facteurs de risque. Dans les prévisions, donc, comme je disais, du commerce extérieur, accumulation de réserves, l'inflation qui risque de toucher les importateurs comme les exportateurs s'il n'y a pas de mécanisme de prix à la pompe, comme on le voit au Nigeria par exemple, euh, mais aussi les dépenses publiques et l'activité économique. Donc, en temps normal, donc c'est peut-être pour terminer sur un point un peu logistique, on a un calendrier de publication des notations des revues de notation souveraine, donc c'est 2 fois par an, c'est public, qu'on doit respecter, c'est la régulation. Mais on suit la situation de très près, au cas où il y a une nécessité d'avoir des revues justement hors cycle, au vu de la volatilité de la situation. Merci beaucoup. Euh, Comme je le disais en introduction, un élément marquant de cette semaine à Washington, c'était beaucoup de commentaires sur finalement la résilience des marchés financiers et la capacité de nombreux pays à continuer de se financer sur les marchés internationaux. Donc je me tourne vers Rodolphe pour cette première question sur l'impact finalement de ce conflit sur la capacité, ou en tout cas de l'accès aux marchés financiers des pays africains au cours des derniers mois. Merci Mathilde. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Euh, En ce qui concerne l'accès au marché financier depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient et du coup et par extension en ce qui concerne le coût de financement des États sur ces marchés, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que évidemment il y a deux facteurs qui vont déterminer le coût de financement pour les États. Il y a d'une part le taux sans risque et d'autre part la prime de risque qui va être associée à ces émetteurs. Si on regarde le taux sans risque, ce qu'on observe au cours des derniers mois, c'est que les fondamentaux de marché demeurent solides.
Euh, à ce stade, les principales banques centrales, donc la Fed et la BCE, n'ont pas relevé leurs taux. Et les taux de référence, donc le titre américain à 10 ans et puis le titre allemand à 10 ans, on peut bouger depuis le début de l'année. On observe un renchérissement entre 20 et 30 points de base depuis janvier. Donc de ce point de vue-là, du point de vue des taux de référence, peu d'évolution, mais les banques centrales sont de plus en plus vigilantes concernant le risque d'inflation. La semaine dernière, il y avait les comités de la Fed et de la BCE. C'était évidemment le sujet central des discussions. En ce qui concerne les États-Unis, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle hausse de taux attendue. En revanche, en Europe, on attend entre 2 et 3 hausses de taux d'ici la fin de l'année. Donc ça pourrait impacter la composante taux de base. Ensuite, quand on regarde la prime de risque, donc ce qui va être spécifique aux émetteurs africains, ce qu'on observe, c'est que les crédits émergents ont fait preuve d'une grande résilience par rapport à d'autres catégories d'actifs. En réalité, c'est important de dézoomer un peu et de regarder aussi l'année 2025. Sébastien mentionnait une bonne dynamique et ça s'est particulièrement caractérisé sur les marchés émergents, sur les marchés financiers où ça a été une année record pour les investisseurs. Et en fait, cette dynamique a bénéficié à ces crédits qui ont pu faire preuve de résilience lorsque le choc au Moyen-Orient est arrivé. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que si on regarde les primes de risque, elles sont stables, voire positives par rapport au début de l'année 2026. Il y a eu un temps des sorties de capitaux, mais qui ont été limitées. Et puis, désormais, la tendance c'est à nouveau inversé. On voit plutôt des flux entrants vers le continent africain que des flux sortants. Donc ça, c'est ce qui concerne le coût de financement. Maintenant, si on regarde les nouvelles émissions, donc le marché primaire, globalement, quand il y a eu la crise au Moyen-Orient, il y a eu une période d'un mois environ pendant laquelle on n'a pas vu de nouvelles émissions, euh, avec des marchés dans une approche wait and see, donc en attente de voir comment se décante la situation. Depuis, la situation a bien changé puisque plusieurs émetteurs, notamment des émetteurs souverains, ont pu retourner sur les marchés. L'Angola notamment, qui a émis 2,5 milliards dollars, suivi de la République démocratique du Congo, qui en plus était une émission inaugurale, était jamais venue sur les marchés internationaux et qui a réussi à lever 1,25 milliard de dollars. Donc désormais, les marchés primaires sont réouverts. C'est également valable pour le segment corporate, puisqu'il y a eu plusieurs émissions d'entreprises comme Dangote Fertilizer ou OCP un peu plus tôt en avril. Finalement, s'il y a une chose à retenir sur cette question de financement, c'est qu'il y a un décalage de plus en plus marqué entre la perception marché et la perception des institutions type FMI. Et c'est ce que Mathilde rappelait en introduction, c'était l'un des principaux éléments des assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale, c'est que les marchés sont un peu euphoriques, les primes de risque sont au plus bas, les émetteurs, y compris les plus à risque, peuvent se rendre sur le marché. Et de l'autre côté, le FMI dit attention, les risques baissiers sont très élevés et ne sont pas reflétés dans le prix. Donc il va falloir voir dans les mois à venir si les conditions de marché, qui est peut-être un peu en surchauffe, se maintiennent dans les mois à venir. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour ce premier échange. Donc, plusieurs points à retenir. En effet, je pense que ce qu'a dit Sébastien était très intéressant sur le fait qu'on a tendance à souvent garder en tête les deux grands groupes de pays d'Afrique, les exportateurs et les importateurs de pétrole. Donc, on a moins tendance à regarder de manière plus granulaire ce qui peut se passer au sein de chaque pays.
Et donc, je pense que c'est un élément sur lequel on va revenir dans cette deuxième partie. Et le décalage, en effet, comme tu le disais très justement, Rodolphe, entre la perception des marchés et des institutions, et un élément qui finalement est assez récent, et qui sera intéressant de monitorer au cours des prochains mois. Pour continuer sur cette thématique de la différenciation et de l'analyse vraiment granulaire pays par pays, euh, en termes de deuxième thème que je souhaitais aborder aujourd'hui avec vous, c'est celui en effet donc de la différenciation entre les émetteurs africains et les différentes conditions de financement. Donc pour revenir sur ce point, Sébastien, je voulais savoir sur la base de vos analyses chez S&P, quels sont aujourd'hui les critères qui vont vraiment distinguer les souverains résilients des plus vulnérables? Et est-ce que cette démarcation a changé ou est en train de changer dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui? Merci Mathilde, c'est une bonne question. Euh, le point de départ est très important. C'est-à-dire que le premier volet, c'est l'exposition au choc dont on vient de discuter, mais la façon dont un pays va être impacté, l'ampleur de cet impact va dépendre des marges de manœuvre que ce pays a. Donc sa résilience et sa capacité à absorber les chocs. Donc pour évaluer ça, donc il y a plusieurs critères qu'on regarde. Ça se traduit évidemment euh, en, en premier lieu, étant donné que c'est un choc externe au continent africain, par la position extérieure des pays. C'est-à-dire que la taille du déficit courant et le niveau des réserves de change, qui est un aspect crucial dans notre analyse en temps normal, encore plus important à l'heure actuelle. De la même façon, le niveau initial de l'inflation va aussi être un facteur important. Et euh, les aspects budgétaires sont forcément euh, quelque chose qu'on regarde de très près. Donc le niveau de dette publique, mais également son coût et les déficits. Euh, le, le, le coût de la dette, le paiement des intérêts sur les revenus, c'est un indicateur qu'on regarde dans notre méthodologie. C'est quelque chose qui va être assez important puisque ça joue sur la marge de manœuvre des pays. Globalement, un pays qui avait une gestion budgétaire prudente, une dette modérée et un profil favorable, va pouvoir assez facilement introduire des mesures de soutien, que ce soit à la population, que ce soit à des secteurs sensibles, le transport. Il y a plusieurs pays qui ont déjà mis ça en œuvre, le Maroc par exemple. Le pays va pouvoir absorber des coûts de financement qui sont temporairement plus élevés, sans vraiment que ça ait un impact, disons, matériel et durable sur, euh, sur sa santé financière. Inversement, euh, un pays qui a de larges déficits, beaucoup de dettes et dont le coût pèse beaucoup sur le budget, il sera dans une position beaucoup plus défavorable. Par exemple, il y a plusieurs pays dans la région où les paiements d'intérêt représentent 25, 30, 35% des recettes budgétaires. Donc, un tiers des recettes budgétaires partent juste pour payer les intérêts de la dette. Ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour pouvoir s'adapter et faire face à ces chocs. Un autre point important, ça va être la diversité et la solidité des sources de financement. Pour être agile, si jamais une source de financement se tarit, pouvoir passer sur une autre. Maintenant, est-ce que cette ligne de démarcation a évolué entre les pays qui sont plus euh, je dirais, initialement euh, vulnérables et les autres? Légèrement. Légèrement, il y a eu des divergences dans la performance des devises, par exemple. Mais comme on l'a dit, comme Rodolphe l'a mentionné, dans son ensemble, il y a une bonne résilience des pays de la région à l'heure actuelle. Euh, et sur ce qui est notation, il n'y a pas eu d'impact majeur pour l'instant. Il y avait des marges de manœuvre disons, en moyenne, dans la majorité des cas, dont on a parlé un peu plus tôt. On partait d'une position qui était relativement favorable. Euh, donc ça aide, disons, à, pour l'instant, absorber ce choc.
Mais évidemment, plus ça va durer, plus ces marges de manœuvre vont s'amenuire, et c'est là où risque d'y avoir une rupture. Alors, voilà, là, c'est là où on retourne dans l'incertitude, mais disons que l'impact d'une prolongation des perturbations et du conflit ne sera pas forcément linéaire. Donc c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Peut-être juste un dernier point, un petit détour lié à la résilience des pays, en regardant un peu plus loin, à moyen terme, disons post-crise, en particulier pour les exportateurs de pétrole. La façon dont ils vont réagir à cette situation, donc qui, en moyenne pour les exportateurs de pétrole, devrait être positive, c'est est-ce qu'ils vont céder à la tentation des dépenses procycliques, par exemple, ce qui peut poser des problèmes dans le futur. On l'a vu lors des derniers chocs pétroliers, au milieu des années 2010, par exemple, ce qui a amené à des gros problèmes par la suite dans certains pays, notamment en CEMAC, mais pas que. Ou est-ce qu'ils vont profiter, disons, de ces rentes supplémentaires pour rembourser de la dette, augmenter les actifs ou faire des investissements productifs, disons, être un peu plus contre-cyclique. Donc ça, c'est une question qu'il faudra, donc on va voir ce qui se passe, mais ce sera important pour leur résilience future. Merci beaucoup. Et du côté des marchés, Rodolphe, si tu pouvais revenir sur cette question enfin, cette notion de différenciation accrue entre les émetteurs africains en termes de conditions de financement. Du, du côté, du côté des marchés, on a eu une réaction peut-être un peu moins fine au choc, avec une lecture largement systématique, où deux groupes de pays se sont distingués, les importateurs nets de produits énergétiques et les exportateurs nets. Euh, et dès les premiers jours du conflit, on a vu d'une part les importateurs nets, le coût de financement augmenter, et puis les exportateurs nets, le coût de financement se compresser. Euh, Aujourd'hui, la tendance c'est un peu lissée, puisque les coûts de financement pour les importateurs nets sont revenus à leur point de départ, à peu près. Et puis, la tendance, en revanche, s'est poursuivie pour les pays exportateurs nets, avec un coût de financement toujours en deçà des niveaux qui précédaient le conflit au Moyen-Orient. Donc finalement, les exportateurs nets à ce stade sortent vainqueurs ou bénéficiaires de la séquence. Et aujourd'hui, les importateurs nets sont peu pénalisés. Après, comme Sébastien le mentionnait très, très justement, le conflit n'est pas fini. Il faut voir l'impact du conflit s'il se maintient dans le temps. Et puis, même s'il s'arrête demain, tous les effets du conflit ne se sont pas matérialisés. Je pense par exemple à la hausse du prix des engrais. Ça s'est pas encore traduit dans le prix des matières agricoles, ce qui va amener des effets de second tour qui sont pas encore bien capturés par le marché. Également, ce point d'attention sur la hausse des cours du pétrole, sur la capacité, des pays à capter les recettes additionnelles, et deux, à résister, comme le soulignait Sébastien, à la tentation de dépenses procycliques. Enfin, ce qui est ressorti de Washington, au-delà de cette lecture un peu systématique, c'est que il y a quelques pays qui font l'objet de points d'attention spécifiques, un peu indépendamment des événements au Moyen-Orient. Le premier cas, qui est un gros sujet de discussion, c'était le Mozambique, qui fait face à une situation contrainte, avec des dépenses publiques contraintes par des salaires et des paiements d'intérêts très élevés, qui limitent grandement les marges de manœuvre de l'État, avec des discussions
qui ont tourné autour de l'obtention d'un nouveau programme FMI et d'un potentiel cas de restructuration qui pourrait arriver ou sur la dette domestique ou sur la dette extérieure, donc sur l'eurobond qui aujourd'hui est sur les marchés. Il y avait le Mozambique et puis il y a la région CEMAC dans son ensemble où la situation de réserve de la zone est un peu préoccupante, même s'il faut mettre ça en perspective avec les points bas des années passées. En réalité, la situation, même si elle n'est pas bonne, est moins mauvaise que ce qu'elle a pu être. Et un point d'attention spécifique qui est qu'aujourd'hui, la situation de la zone empêche le bon déroulement de programmes FMI dans les pays qui en bénéficient, c'est-à-dire le Tchad et la Centrafrique. Et puis, trois autres pays, donc Gabon, Cameroun et Congo, ont fait part de leur intention de négocier de nouveaux programmes avec le fonds. Mais pour ça, ça nécessite d'avoir à l'échelle régionale des perspectives budgétaires et en termes de réserve jugées crédibles et allant dans la bonne direction par le fonds. Et la situation d'un pays en particulier, le Gabon pour ne pas le nommer, préoccupe à la fois le fonds et les investisseurs parce que ça risque d'affecter la région dans son ensemble. Bon, merci beaucoup pour ces éclairages. Merci à tous les deux. En effet, la question de l'accès au financement et des conditions de financement est vraiment centrale aujourd'hui. On est beaucoup revenu avec Rodolphe sur l'accès aux marchés internationaux pour certains pays de la zone. Je pense qu'il est également important de rappeler que le contexte actuel est celui quand même d'un tarissement ou d'une réduction significative de l'aide au développement. C'était notamment un cri d'alarme qui a été poussé par le Fonds pour ce qui concerne l'Afrique subsaharienne notamment. Et donc, dans ce contexte, on parlait avec Rodolphe des marchés internationaux, mais c'est également important de garder en tête le développement et le déploiement de plus en plus important, même s'il reste encore graduel au cours des derniers mois, d'instruments de financement innovants qui sont mis à disposition par certaines institutions financières notamment pour les États. Et donc, je parle ici d'instruments de rehaussement de crédit tels que les garanties qui sont déployés par la Banque mondiale et par la Banque africaine de développement. Ça, ce sont vraiment des innovations importantes au cours des derniers mois, puisque on se souvient que notamment pour la Banque mondiale, c'était des instruments qui avaient été utilisés longtemps dans le passé et qui ensuite avaient été considérablement réduits ou tout à fait arrêtés pendant plusieurs années. Donc là, c'est une nouvelle tendance de relance de ces instruments qui est particulièrement importante à noter, qui est très utile pour les pays. On a vu beaucoup de transactions intéressantes. Donc, je voulais laisser la parole à Rodolphe sur ce sujet pour qu'il nous éclaire sur l'impact concret de ces mécanismes de garantie qui, comme je le disais, sont particulièrement innovants et qui peuvent avoir un impact significatif sur l'accès au financement des emprunteurs africains. Oui, en effet, c'était l'un des gros sujets des assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale, l'accélération du déploiement des produits de garantie, notamment de la Banque mondiale. Très simplement, comment le produit de la Banque mondiale fonctionne, c'est que la Banque mondiale va venir garantir une partie du risque pris par l'investisseur lorsqu'il prête à un pays. C'est-à-dire que si le pays ne fait pas face à ses obligations de paiement, de principal et ou d'intérêt, la Banque mondiale va se substituer au pays et payer à sa place. Ça a un impact significatif sur le prix, enfin sur le coût de la dette, parce que le prêteur va refléter en fait le risque final qui est celui d'avoir un défaut de la Banque mondiale, c'est-à-dire un risque très peu probable. Pour vous donner un peu de contexte, en 2024, en fait, la Banque mondiale a relancé sa plateforme de garantie et on a vu un coup d'accélération depuis.
Donc en Afrique, plusieurs pays ont pu en bénéficier, comme la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et il y a eu plusieurs annonces majeures faites à Washington. D'abord avec le Rwanda pour une garantie qui porte sur un financement de 213 millions d'euros. Et puis des progrès aussi annoncés avec l'Angola pour une opération autour de 400 millions de dollars. Ce qui est intéressant avec ces produits de garantie, c'est l'impact direct que ça va avoir sur les conditions de financement. Donc, comme je l'ai dit, c'est un impact positif sur le prix, mais ça a aussi un impact positif sur la maturité. Ça va permettre aux États d'accéder à des maturités auxquelles ils n'auraient pas accès sur le marché bancaire classique. Ça permet aussi d'augmenter la taille du financement. Et pour certains États, ça va même permettre d'accéder au marché bancaire tout simplement. C'est-à-dire que des États à qui on prêterait pas naturellement, les banques vont être d'accord parce que il y a la Banque mondiale qui vient en soutien prendre une part du risque et puis apposer aussi son label Banque mondiale avec la due diligence qui va avec et qui va venir rassurer les partenaires bancaires. Le deuxième aspect intéressant avec ces produits de garantie, c'est que les financements associés sont assez flexibles, dans la mesure où ça rentre dans le cadre de dépenses acceptées par la Banque mondiale. Ça peut être du financement budgétaire, ça peut être du refinancement de dette. Donc c'est ce qu'on voit par exemple avec l'Angola, qui va rembourser de la dette coûteuse avec cette dette moins coûteuse. Et puis, ça peut aussi être du financement de projets. Pour vous donner juste un ordre d'idée sur les conditions de financement qui peuvent venir avec ce type d'instrument, pour le Rwanda, donc, je disais 213 millions d'euros. Et puis, on parle d'un prêt de 15 ans avec une période de grâce de 6 ans. Donc, c'est une maturité auquel le Rwanda n'aurait pas pu accéder dans un contexte de marché classique. Ça, c'est le premier instrument de garantie donc, qui est en train de se développer et qui est très intéressant pour les différents pays africains. Bien sûr, il y a quelques conditionnalités. Il faut un programme Banque mondiale en parallèle. Tous les pays ne sont pas éligibles parce qu'il faut être noté généralement à minima B- et ne pas être en situation de dette, de stress sur la dette. Mais globalement, c'est une évolution qui est très positive. Cette évolution, elle vient résonner avec une évolution similaire au niveau de la Banque africaine de développement, qui depuis 2019 a elle aussi relancé son offre de garantie. Euh, le produit ici, par contre, va être spécifique pour les projets ESG. Donc, la Banque africaine de développement va demander en parallèle le développement d'un cadre de financement durable ou financement vert pour venir certifier que les projets financés seront bien alignés avec les critères de durabilité fixés par la banque. Un des cas récents d'utilisation de ce produit, c'est le Togo en 2025, qui a pu mobiliser 200 millions d'euros avec un taux d'intérêt inférieur à 5% pour une maturité de 20 ans avec 5 ans de période de grâce. Donc on voit ici, encore une fois, les conditions très attractives auxquelles peuvent accéder les pays grâce à ces garanties, bien plus attractives que sur le marché classique. Et puis dans le cadre spécifique du Togo, par exemple, qui n'a pas encore accès au marché eurobond, c'est un premier pas très intéressant aussi pour familiariser les partenaires financiers au crédit, parce qu'ils sont pas forcément familiers de la géographie. Merci Rodolphe. En effet, c'est vraiment un développement important à garder en tête pour les souverains au cours des derniers mois et on s'attend à voir davantage de transactions au cours des prochains mois. Euh, pour, euh, pour passer la parole à Sébastien également,
Et pour élargir la discussion au-delà de ces aspects d'instruments innovants et de garanties, je pense qu'il serait intéressant de revenir plus globalement sur ton évaluation de la capacité réelle des États d'Afrique subsaharienne à se financer dans un contexte de choc global. Je parlais tout à l'heure de l'aide au développement qui était en réduction. Donc on peut parler évidemment des tendances du concessionnel, mais je pense que ça serait peut-être intéressant que tu reviennes sur les autres types de financement, éventuellement sur les marchés domestiques, qui sont aussi des sujets d'actualité. Bien sûr, bien sûr. Bon, je pense qu'on en revient un peu toujours à la même chose, c'est-à-dire que cette capacité à se financer va dépendre fortement selon les pays. Elle dépend des différents éléments dont on a discuté précédemment. Euh, mais voilà, ce qui va vraiment différencier chaque pays, c'est leur accès à des sources de financement variées qui peut les aider à naviguer cette crise. Euh, un des aspects que tu as mentionné, c'est le marché domestique. Avoir un marché domestique qui est développé et liquide, c'est un facteur qui est très positif pour le financement du budget, le refinancement de la dette, tout en limitant l'exposition à la volatilité du sentiment des investisseurs internationaux. Donc dans la région, on pense par exemple à l'Afrique du Sud, l'Égypte ou le Nigeria. Euh, L'Égypte qui d'ailleurs est en soi assez fortement exposée et vulnérable à ce conflit. La dette est élevée, l'inflation aussi. Je parlais des paiements d'intérêt tout à l'heure. C'est un record dans la région, alors peut-être dans le monde, je ne sais pas. Euh, mais les intérêts consomment 70% des recettes budgétaires. Mais voilà, le pays peut se reposer sur son marché intérieur, qui est développé, qui est liquide. Et donc ça l'aide, en tout cas à l'heure actuelle, à faire face à ce choc. On a été également assez positivement surpris par l'UMOA jusqu'à maintenant, donc l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest, qui regroupe 8 pays, donc notamment Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, etc., qui a su absorber, disons, relativement facilement la hausse des émissions sur le marché régional, en particulier du Sénégal, qui est dans euh, qui a quelques problèmes de dette, dirons-nous. Euh, et même si voilà, cette situation et l'impact sur le marché régional inquiète, c'est un autre problème, mais disons que jusqu'à maintenant, le marché a su absorber les besoins de financement des États. Euh, Maintenant, la relation avec les bailleurs est vraiment très importante. Pays qui ont des programmes FMI, le soutien des grands bailleurs de fonds comme la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement, ça leur donne accès à des financements concessionnels et des outils de rehaussement de crédit, hein, comme l'a dit Rodolphe. Ça permet de maîtriser les coûts euh, et euh, c'est des financements qui sont stables. Ça protège ces pays de la détérioration des conditions de financement globales. Ils sont moins exposés à la hausse des coûts. Donc, un bon exemple d'ailleurs, c'est le Rwanda, que Rodolphe a mentionné, euh, qui est assez également fortement exposé en soi. Trois quarts des exportations vont vers le Moyen-Orient. La dette extérieure, les besoins de financement extérieur sont assez élevés, mais voilà, le profil de sa dette euh, est très favorable de par disons que la part de concessionnalité euh, qu'ils ont. Euh, donc, et au-delà de ça, disons que avoir un bon lien avec les bailleurs, ça rassure aussi les investisseurs d'un point de vue réforme. Ce qui est très important dans tout le temps, mais aussi dans ce contexte, en particulier tout ce qui est maîtrise des dépenses courantes, hausse des recettes budgétaires. Donc la crédibilité des politiques publiques en temps de crise est, je pense, assez suivie de la part des différents acteurs et ça va impacter la capacité des États à pouvoir se financer, euh, puisque évidemment on sait que la perception des investisseurs est très importante à ce niveau-là. Ouais, tout à fait, je pense que c'est important et d'attirer l'attention sur un élément essentiel qui est celui de la perception finalement du crédit, qui peut, comme tu le disais très justement, hein, être
être impacté par des signaux forts, comme lorsqu'un pays a un programme avec le fonds, ou des décaissements importants d'appui budgétaire de la part de la Banque mondiale. Et donc, je pense qu'on va de plus en plus des pays être très actifs en termes de communication pour rassurer les investisseurs et les multiples bailleurs sur la situation de leur économie pour attirer des financements. Euh, Rodolphe, d'ailleurs, je pense que ce serait intéressant qu'on revienne sur ce sujet pour que tu nous donnes ton sentiment sur les leviers qui permettent aujourd'hui d'améliorer cette perception du risque des emprunteurs africains et notamment vis-à-vis des investisseurs financiers. Euh, tout d'abord, en fait, avant d'améliorer la perception du risque, il y a un travail de fond à fournir parce que ce qu'on a observé au cours des dernières années, c'est une multiplication à la fois des instruments de financement et des contreparties des différents pays. Donc, cette multiplication des sources de liquidité, elle a bien sûr été bénéfique. Ça permet de réduire la dépendance à une seule poche de liquidité. Ça permet d'avoir une meilleure complémentarité des usages des financements entre ce qui est court terme, moyen terme, long terme, budgétaire pour les investissements et les infrastructures. Et puis, in fine, la possibilité d'avoir un mix plus fin des instruments de financement, ça peut conduire à une optimisation des conditions de financement. Mais ça, cette multiplication, c'est venu avec aussi davantage de complexité euh, qui impose parfois un renforcement des capacités internes au niveau des équipes en charge de la dette pour assurer un suivi quotidien des conditions de marché, renforcer la capacité à identifier et à saisir et arbitrer les opportunités de financement qui existent et puis ensuite aller vers un engagement plus étroit avec les partenaires financiers. Donc ça, c'est un peu la partie prérequis. Ensuite, du point de vue de la communication avec les différents partenaires financiers, euh, on peut distinguer deux stades du cycle de levée de fonds. Il y a en amont et puis en aval. En amont, c'est très important pour les États de structurer le plus possible leurs relations avec un ensemble diversifié et complémentaire de partenaires afin, de comprendre leurs attentes, de comprendre ce qu'ils peuvent apporter comme solution et puis s'assurer que eux, de leur côté, leur narratif de crédit est clair et bien compris. Et ça a vraiment de la valeur, y compris financière. Et on peut le voir avec le cas de la RDC, donc qui est venue sur les marchés pour la première fois en avril, à des taux assez bons par rapport au crédit. Euh, Grosso modo, 8,75% à 5 ans et 9% et demi à 10 ans. Et en fait, ça, c'est le fruit d'années de travail. Le premier engagement informel de la RDC avec les investisseurs, c'était en 2021. Donc, il y a eu 5 ans de travail de fond avec les investisseurs pour que les investisseurs comprennent bien ce qu'est la RDC, quelles sont les perspectives, quels sont les risques associés, qui a permis ensuite à la RDC d'émettre à des bonnes conditions dans un contexte de marché quand même assez incertain, puisque c'était dans post-conflit au Moyen-Orient. Donc ça, c'est tout le travail à faire en amont de la sollicitation des partenaires financiers. Et il y a ensuite le travail en aval qui est presque encore plus important puisque une fois qu'un pays est sur les marchés, bah, la performance est scrutée au jour le jour et c'est important de poursuivre le dialogue régulier avec les banques et les investisseurs
leur apporter des mises à jour sur les derniers développements du crédit. Par exemple, le Congo, la République du Congo, Brazzaville, donc, a très bien fait ça lors des assemblées de printemps. Ils ont organisé un événement avec une trentaine de grands comptes d'investisseurs pour leur présenter les dernières évolutions du crédit puisqu'ils avaient émis en février, et puis c'est un point d'étape depuis. Et en fait, ça a été très apprécié par les investisseurs, et ça s'est traduit immédiatement ou presque par une compression du coût de financement. Donc, il y a ce dialogue régulier post-émission à mettre en place. Il y a évidemment la transparence et la régularité du partage des données à la fois macroéconomiques et de dette publique. Et puis ensuite, il y a la réactivité aux sollicitations des investisseurs, des agences et des autres partenaires éventuels. Souvent, le pays est le mieux placé pour répondre aux questions qu'on peut avoir relatives au crédit. Et parfois, on se retrouve dans des situations où l'absence de réponse conduit à des incompréhensions qui ont un impact négatif sur la perception du crédit. Non, merci Rodolphe. Et en effet, c'est vrai que les assemblées de printemps ou les assemblées annuelles sont souvent une bonne opportunité pour pas mal de souverains d'échanger avec à la fois les institutions, mais aussi avec leurs partenaires financiers, les investisseurs qui sont leurs partenaires de long terme. Et donc, on voit souvent le succès de tels événements comme le Congo Investor Day. Pour finir, peut-être pour ouvrir la discussion plus globalement sur un sujet d'actualité et revenir finalement à ce sujet du conflit au Moyen-Orient. Je voulais laisser l'opportunité à Sébastien de revenir sur l'actualité toute récente avec la sortie des Émirats arabes unis de l'OPEP. Évidemment, ça pose beaucoup de questions, à la fois sur le timing, sur les raisons et les conséquences. Et donc je voulais avoir un peu ta vision de d'un tel événement. Oui, très, très bonne question. C'est vrai que le timing a surpris, euh, même si il semblerait qu'en tout cas, ceux qui suivent la région depuis un certain temps, euh, la sortie ne les a pas surpris en tant que telle. Et c'est quelque chose qui voyait venir. Maintenant, c'est vrai que voilà, ça pose des questions sur le timing vu le contexte. Et je pense qu'il faut rappeler que les Émirats, ils ont une forte capacité de production inutilisée. Je pense que ça a beaucoup joué dans leurs décisions. Et ils continuent d'investir pour augmenter cette capacité. Et c'est pas négligeable. Je crois que si je me souviens bien, leur capacité donc inutilisée, et donc qui prévoit d'atteindre d'ici à l'année prochaine, donc il passerait de 3,6 millions de barils par jour à peu près 5 millions. Donc c'est un différentiel de 1,4 million de barils par jour. C'est l'équivalent du Nigeria ou de l'Angola, qui sont les gros exportateurs d'Afrique subsaharienne. Donc c'est quelque chose qui est quand même matériel et ils ont des ambitions encore plus grandes. Maintenant, en ce qui concerne l'impact à court terme, je pense que l'impact devrait être limité. Euh, Là, vu l'actualité, le conflit, la fermeture du détroit, ça va rester les principaux moteurs de l'évolution des prix, de la disponibilité des hydrocarbures. Euh, Même si un accord est trouvé bientôt et que le détroit est complètement réouvert, ce qu'on espère, hein, même à partir de ce moment-là, le retour à la normale va prendre du temps. Relancer les infrastructures, réparer les dégâts, rétablir les lignes maritimes, ça pose quand même des problématiques logistiques et techniques assez importantes. Je pense que tout ce qui est armateur, assureur vont avoir une aversion au risque assez élevée au début. Et il y a aussi des contraintes géologiques. Alors, je ne suis pas du tout un expert dans le secteur, mais il semblerait qu'en fait les puits qui ont été arrêtés euh, pourraient
ne pas revenir au même niveau de production qu'avant-guerre, puisque donc la pression dans les puits n'est pas quelque chose qu'on peut récupérer forcément facilement. Bon, sachant qu'un accord de toute façon n'est pas trouvé. Donc à court terme, probablement peu d'impact pour le continent, pour l'Afrique. Euh, c'est autre chose dans le Golfe, évidemment, il y a des questions de fragmentation qui se posent. Sur le moyen terme, euh, donc en fonction de comment répond l'OPEC, et l'OPEP, évidemment, également les producteurs hors de l'institution, ça pourrait évidemment peser sur les prix, ce qui serait positif pour les importateurs du continent, qui constituent la majorité, et donc en moyenne pour l'Afrique, ce serait un net positif, mais ça voudrait également dire euh, que voilà, les producteurs africains ont euh, plus de compétition euh, et, pourraient avoir à gérer des prix plus bas, d'où l'importance, comme on le disait plus tôt, de profiter euh, du contexte actuel et des prix élevés pour augmenter leur marge de manœuvre, augmenter les buffers et avoir des politiques publiques qui sont, qui augmenteraient leur résilience pour les futures crises, parce que malheureusement, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y aura d'autres crises. Non, merci beaucoup Sébastien pour cet éclairage. Merci à tous les deux d'ailleurs pour cet échange très fourni. En guise de conclusion, peut-être pour revenir sur les différents messages que j'ai notés sur la base de vos interventions, bon, plusieurs éléments, celui en effet de l'incertitude, qui est probablement le mot le plus important aujourd'hui dans la situation actuelle. La question de la différenciation, avec, comme Sébastien le disait très justement, l'importance d'aller au-delà de cette segmentation entre les deux groupes habituels que l'on a tendance à regarder, les exportateurs nets et les importateurs nets. Un troisième point qui est apparu important, c'est celui de la résilience des marchés, un point sur lequel Rodolphe est revenu de manière significative, en lien avec un écosystème un écosystème en tout cas des bailleurs ou des, euh, des, euh, des fournisseurs de financement qui est en évolution de manière assez significative et qui implique un exercice de rigueur dans la communication et dans le degré de transparence important enfin, de la part des souverains. Je vais m'arrêter là et remercier évidemment nos panélistes pour leur temps et pour leurs analyses très pertinentes. Et on reste évidemment à la disposition des personnes qui sont en ligne pour répondre aux questions si vous en avez. Merci Mathilde. Moi, je lance le feu. J'ai une question pour Rodolphe qui a trait au nouvel outil de garantie. Je ne sais pas très bien s'il est nouveau, en tout cas celui que vous avez décrit, produit et fourni par la Banque mondiale. Ça m'a appelé deux, trois petites questions. Je les regroupe toutes. D'abord, est-ce que cette garantie délivrée par la Banque mondiale aux prêteurs, enfin, au bénéfice des prêteurs, elle est gratuite ou elle est payante? Deuxièmement, est-ce que ce nouveau produit, il a un plafond où c'est illimité et c'est parti pour des milliards et des milliards pour très longtemps? Troisièmement, j'ai pas très bien compris, ça s'adresse à quel type de prêteurs? Vous avez parlé des entreprises tout à l'heure, mais les entreprises ne prêtent pas aux États, donc c'est en réalité les institutions financières ou les banques, je suppose. Et quatrième et dernière question, après j'arrête, c'est juste des petites questions de précision. Euh, si la garantie de la Banque mondiale est appelée, au cas où elle serait appelée, est-ce que du coup le pays est considéré comme étant en défaut ou pas? Ou ça l'exonère du défaut, avec toutes les conséquences qui vont avec? Pardon de ces multiplicité de questions. Mais merci beaucoup pour toutes ces questions. Alors, est-ce que la garantie est gratuite? Non. Elle vient avec une prime de garantie qui est généralement autour de 100 points de base pour les produits de la Banque mondiale, donc 1% annuel à ajouter
au taux d'intérêt annuel. Donc c'est important pour les États quand ils vont considérer ce type de financement de bien intégrer le coût de la garantie en lui-même au coût total. Et il le Euh, gagne par ailleurs. c'est ça, exactement. De ce qu'on peut observer, c'est que même en ajoutant ce point de pourcentage additionnel, le coût du financement total reste très compétitif Voilà. par rapport aux autres types de financement. Et puis, il y a les autres avantages que j'ai cités en termes d'allongement de la maturité, etc. Ensuite, en termes de plafond, il y a un plafond, en fait, parce que ce type de financement vient en même temps qu'un programme plus large de la Banque mondiale qui fixe aussi des objectifs de politique publique. Et donc, la garantie sera dans le plafond de ce programme. D'accord. Et c'est fait au cas par cas en fonction des pays. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, il y a eu des annonces concernant l'Argentine. Alors c'est un contexte très particulier. Il faut garder en tête que c'est un contexte particulier. Mais on parle d'une garantie Banque mondiale de 2 milliards de dollars. Donc ça peut atteindre des volumes très significatifs. Euh, Et qui sont les prêteurs? La question, c'était, est-ce que oui, c'est... pardon, je pense que c'était un abus de langage. Bien sûr, les prêteurs D'accord, donc c'est des institutions financières, c'est des banques. Oui. sont les banques. D'accord, Et pour préciser aussi, les obligations ne peuvent plus être garanties par la Banque mondiale. Par le passé, on avait pu voir des obligations garanties, ce qui a pu poser pas mal de problèmes dans le cas de défaut. Donc la Banque mondiale, un peu traumatisée par ça, a décidé de se concentrer uniquement sur les prêts bancaires, donc apportés par les banques. d'accord. OK. Bon, merci beaucoup. C'est un très bon instrument. Je crois que, d'une manière générale, pour les entreprises, pour le financement et l'investissement, etc., tout ce qui peut être garanti est vraiment l'élément clé. C'est le sujet numéro un qu'il faut qu'on travaille. Donc là, c'est pour les financements des États, mais je trouve que ce que vous expliquez va tout à fait dans le bon sens. Et puis, peut-être pour ajouter un mot dessus, en fait, pourquoi ces institutions poussent sur ces produits de garantie? C'est parce que ça amène des capitaux privés. C'est pas seulement la Banque mondiale qui déploie son bilan, mais ça permet sur un projet ou pour l'État d'amener également de nouveaux partenaires privés et donc à terme de faciliter également l'apport de capitaux privés. Donc, mais ça dérisque énormément. Et Parfait. alors, si avant de la clôturer, je voudrais remercier nos trois amis orateurs qui ont été, c'était très intéressant. Et, et au fond, c'était assez optimiste quand même, je trouve. La tonalité n'était pas, on va pas dès ce soir se jeter par la fenêtre, quoi. Voilà. Mais grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà. Merci, à Allez, bientôt. merci encore, Sébastien et Rodolphe, et à toi aussi, Martin. Merci à vous. Merci. Au Allez, revoir, bonne journée. Merci au beaucoup. revoir, Au revoir. bonne soirée.